Bonjour, je regardais une vidéoscopie de Stéphane Edouard à propos d'une interview sur Combien. Il m'a paru important de commenter et de vous en faire part. Stéphane Edouard offre une vision sociologique plus critique que la mienne. La mienne est celle d'un thérapeute qui voit de plus en plus une génération qui tend vers le besoin maladif de reconnaissance et qui prend une position de victime pour l'avoir. Par ailleurs, je prends aussi l'occasion, à travers cette vidéo, pour réexpliquer quel est l'enjeu d'une séance chez un thérapeute et quel est le rôle d'un thérapeute. Je vous propose que l'on visionne ensemble la vidéo. La dépression, c'est un truc de blanc. Alors ça déjà, faux et complètement faux. Je crois que c'est une croyance limitante qu'on a dans nos communautés afrodescendantes et c'est assez triste, ce truc de se dire en fait que la dépression, la santé mentale, aller mal tout simplement, c'est quelque chose qui est réservé aux personnes blanches parce qu'on n'a pas eu l'habitude de parler, on n'a pas eu l'habitude de dire quand ça va pas, on n'a pas eu l'habitude d'exprimer tout simplement nos sentiments, qu'ils soient positifs comme négatifs. Les positifs, on les exprime assez facilement, mais les négatifs, ça a toujours du mal et on doit toujours faire preuve de résilience. Dans une première partie, elle expose le fait que la dépression, selon une communauté afrodescendante, pour reprendre ses dires, par pression sociale, serait uniquement réservée, comme elle l'utilise, le mot réservé, à les individus de couleur blanche. La dépression, évidemment, ce n'est pas lié à la couleur de peau, hein. Scientifiquement, biologiquement, ce n'est pas le cas. La couleur en elle-même n'a aucun lien. C'est qu'il y a quand même une pression sociale apparemment chez les afro-descendants, selon ses dires, qui est de ne pas montrer ses faiblesses. Je ne suis pas au courant de cette conception-là et de cette pression sociale. Je suis plus au courant chez les Asiatiques, puisqu'on vise la performance et que les émotions sont à l'encontre finalement de la performance. Et si l'on parle que des Japonais, on sait très bien que il y a un respect à ne pas exposer aux autres ses émotions pour l'harmonie du groupe. Par ailleurs, nous savons très bien que la dépression est beaucoup plus présente dans les pays riches. Nous sommes sur la surconsommation, nous sommes dans le divertissement, dans la facilité tellement extrême que finalement nous perdons tout sens de vie en quelque sorte, puisqu'il n'y a aucun effort à fournir, puisqu'il n'y a aucun défi à relever. Voir aussi, en tant que personne afrodescendante, on regarde que nos parents, nos grands-parents ont vécu des choses extrêmement traumatisantes, mais ont toujours été obligés de passer, d'aller de l'avant, de faire preuve de résilience, justement, et de dire, ben non, en fait, on n'en parle pas. Et comme on n'en parle pas, ben ça existe pas en fait. Et c'est ça qui est problématique. Donc là, ce qu'elle souligne, c'est que en France, il y aurait encore des difficultés pour les personnes ayant la couleur noire à être intégrées, à être acceptées. Donc il y aurait une forme de discrimination et de racisme que ses grands-parents, ses parents auraient accepté finalement par dépit, par soumission en quelque sorte. Je n'ai pas d'avis sur ça puisque je ne suis pas familière avec ça. Et aujourd'hui, je pense qu'on arrive à une ère, notamment grâce aux personnes de notre génération, où en fait on n'en peut plus. Parce que en fait on est traumatisé, on est mal et on a besoin de parler. Donc on parle de grands-parents qui se sont finalement démenés à construire, à créer des choses, à créer un avenir contre le racisme, contre la discrimination, à donner le confort à leurs enfants qu'ils porteraient trop, qu'ils n'en peuvent plus et qu'ils sont traumatisés. Et d'ailleurs, le mot traumatisme est lourd de sens. Je pense qu'ici, il est mal utilisé. Les femmes noires sont fortes. Alors ça aussi, c'est un postulat qui est complètement faux et dont on subit les conséquences en tant que femme noire dès notre enfance. On s'attend d'une femme noire qu'elle soit plus forte que les autres parce que c'est une réalité, on doit se battre plus que les autres. Parce qu'on est une femme noire, tout simplement. Et quand on regarde même nos mamans, on voit combien elles ont porté, combien elles ont vécu des choses extrêmement difficiles, mais combien elles doivent toujours se lever et faire bonne figure. Et du coup, c'est une charge mentale qui est assez considérable et qui est juste impossible. Et aujourd'hui, en fait, on n'en peut plus, quoi. On n'y arrive plus. Donc il y a une grosse appropriation de la souffrance d'autrui et probablement beaucoup de projections. Ce sont des femmes qui se sont battues, qui ont fait justement preuve de courage, d'endurance, de ténacité, donc c'est tout à leur mérite. C'est des très belles qualités et c'est une attitude, c'est un exemple qui devrait l'inspirer. Parce que nous, en fait, on a le droit aussi d'être vulnérable, on a le droit de ne pas être forte tout le temps et on ne peut pas l'être tout le temps. Dans la représentation de la femme noire, on est souvent et constamment représenté comme des femmes ne pouvant pas être faibles. On veut pas voir Beyoncé au bout de sa vie, qu'elle a enchaîné un mois de tournée et qu'elle en a marre en fait, tu vois. Elle a mal au dos elle aussi, tu vois. On veut pas se la représenter comme ça n'existe pas dans notre imaginaire. Donc pourquoi est-ce que ça existerait pour les femmes
lambda, pour les femmes noires de tous les jours en fait. Cette séquence-là est assez révélatrice d'une psyché qui vit à travers la représentation donnée et donc à travers ce dont j'ai déjà parlé dans une vidéo et que je vous invite à aller voir. Là, elle parle de la représentation que l'on aurait des femmes de couleur noire, se référer à une référence extérieure. Donc là, elle nous parle de Beyoncé, qui s'est engagée en fait à véhiculer une certaine image d'elle, idéaliste et spectaculaire, une image idéaliste, dans le but normalement d'inspirer. Je base sur le fait effectivement que c'est un commerce avant tout. Elle reproche aux figures inspirantes de ne pas être représentative d'une réalité, voire de sa propre réalité. Ce genre de discours-là, c'est très symptomatique de personnes qui souffrent de dépression. Renverser les choses, parce qu'il y a un ressenti à la base en conflit avec l'autorité extérieure, mais dont on veut absolument la reconnaissance, dont on veut absolument l'approbation. On commencera à montrer la réalité. Oui, on est forte, mais on n'est pas que ça. Je pense que ça changera beaucoup de choses. Aller chez le psy peut aussi être une expérience raciste et pas peu safe. Dès lors, en fait, que tu tombes sur un thérapeute ou une thérapeute qui n'est pas racisé, tu t'exposes au risque d'être face à quelqu'un qui ne te comprendra pas parce que, vous avez pas les mêmes intersectionnalités et que cette personne-là, en fait, n'est pas forcément renseignée, déconstruite et ne veut pas faire ce travail-là de comprendre ce par quoi tu passes, toi, en tant que personne racisée. Un thérapeute, son devoir en tant que bon thérapeute, est de rester neutre. Donc, que je sois blanche, que je sois de n'importe quelle ethnie, ça n'a aucune importance. Qu'importe l'expérience que j'ai vécue derrière, je ne dois pas, en tant que thérapeute, faire une projection de mes expériences, de mes ressentis, faire une surinterprétation par mes expériences. Je dois rester neutre. L'expérience, elle peut être traumatisante et tu peux complètement vivre une expérience raciste, pleine de préjugés, homophobe, transphobe, peu importe. Ce n'est pas parce qu'on a un refus que nous portons en nous un traumatisme. Le débat, à la base, c'est de trouver ensemble, par argumentation opposée, une solution commune à une problématique. Aussi aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui vont consulter des thérapeutes qui sont soit racisés, soit queer friendly, soit muslim friendly, etc. C'est justement pour ne pas avoir à expliquer, pour ne pas avoir à faire ce travail de déconstruction alors qu'on vient de base consulter parce qu'on va mal. Dans l'argumentation précédente, elle expliquait que c'était au thérapeute de devoir se déconstruire et non au client qui vient avec un problème psychologique ou un mal-être. Tout le but d'une séance chez un thérapeute, c'est de s'engager vers une introspection du coup qui est mise à l'oral et a pris l'initiative finalement de parler, de s'exprimer, de s'expliquer pour lui-même. Ce n'est pas au thérapeute de confirmer qui vous êtes, c'est juste un tiers qui vous permet à vous d'exprimer et de chercher par l'introspection, par la méditation, par la réflexion constante de pourquoi je ne vais pas bien, comment je vais comprendre mes rouages, puisque vous venez à la base avec un rouage qui ne marche pas. Quand tu viens consulter, de te sentir complètement exister et de te sentir compris, comprise, de sentir aussi que ta souffrance, elle est légitime. Et le thérapeute valide mes souffrances et je m'en contente. Alors une séance chez un thérapeute, effectivement, ce n'est pas ça du tout. Ce n'est pas le thérapeute qui va guérir son patient. C'est étrange à dire, mais c'est vrai. Puisqu'en fait, le soin, il ne se fait pas par l'extérieur. Qu'un thérapeute vous amènera à trouver vous-même vos solutions parce que vous avez à vous expliquer. Mais pas au thérapeute, mais à vous-même. Et surtout de ne pas avoir à expliquer. Parce que je pense que c'est ça le plus difficile finalement, c'est de devoir expliquer pourquoi en tant que personne noire par exemple, je souffre du racisme à une personne blanche. J'ai moi-même traversé une dépression qui a été assez longue et très intense sur la fin, sur la dernière année notamment, pendant l'année 2022. Now you know. Ça a été l'une des épreuves les plus difficiles de ma vie, mais qui m'a le plus servi finalement. Parce que en sortant de ça, je me suis promis de transformer tout ce traumatisme et toute cette expérience qui finalement m'a foutu en l'air en quelque chose de positif et de lumineux pour moi et pour les autres. Toute son argumentation était de dire que la résilience était une injustice, que les situations difficiles qui vous poussent au dépassement, à l'effort, sont des injustices, c'est négatif, il faut qu'on puisse finalement être dans la victimisation. C'est limite, il faudrait que vous m'acceptiez sans avoir fourni d'efforts parce que vous devez
honorer, approuver qui je suis dans l'immédiat, sans que j'aie fourni quoi que ce soit. Et elle dit à l'instant que c'est parce qu'elle a vécu une situation, alors encore une fois le mot traumatisme, à mon avis il y a une surinterprétation émotionnelle liée probablement à une dépression, à une vision un peu erronée des réalités. Il y a une expérience effectivement qui a fait qu'elle s'est sentie sans espoir ou qu'elle s'est sentie en mal-être, et toujours est-il qu'elle en conclut que c'est cette situation difficile qui lui a permis de se révéler. Et donc ça vient anéantir toute l'argumentation précédente qui était de dire que les situations difficiles, il faut que vous acceptiez que je sois une victime. On ne peut pas être tout à la fois, et la réalité c'est que non, la victimisation n'est pas une qualité, elle n'aura pas d'approbation, de tamponnage, puisque en réalité tout ce qu'elle demande, tout ce dont elle a besoin ne viendra jamais de l'extérieur, il viendra toujours de l'intérieur. Alors j'ai lancé donc Beautiful Pandere il y a 2 ans, et quand j'ai lancé Beautiful Pandere du coup sur Instagram, j'avais envie de donner la parole aux personnes racisées, aux personnes de ma communauté, donc aux personnes queer, à qui on ne donne pas la parole et qui allaient parler en fait de leur expérience avec la beauté. Mais pas que, parce que finalement de la beauté découle la vie, découle l'estime qu'on a de soi-même, découle ce qu'on estime bon ou pas pour soi et ce à quoi on aspire ou ce à quoi on ne pense ne pas aspirer. Parce que c'est ça finalement les limites. C'est-à-dire qu'en grandissant, si on dit bah t'es pas beau, ça veut dire que t'es pas capable de ci, t'es pas capable de ça. Donc après ça te met énormément de barrières. Moi j'avais ce critère il fallait être fort en mathématiques et c'était preuve d'intelligence. Là elle met en avant que c'est la beauté qui valide finalement un individu. Toujours est-il que la beauté est quelque chose de très subjectif. Et c'est toujours la même chose, c'est que s'apprêter, c'est un masque, c'est le moi, c'est le fait de mettre en avant quelque chose de superficiel, alors que la réelle beauté, finalement, c'est ce dont on vient de parler précédemment, qui était le dépassement, le courage, la ténacité, et tout le potentiel que l'on a à offrir, intellect, physique, etc. Et c'est tout le potentiel humain qui a à offrir, qui représente notre beauté. Et qui, au lieu de trouver une solution en elle-même dans le soi, de construire des choses, d'être créatif, de s'auto-approuver, de s'auto-estimer, de créer le masque, la couverture finalement, avec une notion de je ne dois fournir aucun effort, vous devez m'approuver tel quel. Elle cherche toujours désespérément l'approbation extérieure, et c'est à l'origine, je pense, de sa souffrance. Après, tout récemment, j'ai lancé la saison 3 sur la santé mentale et sur la dépression. Parlons-en. Et je pense qu'il faut qu'on crée plus d'espaces safe comme cela pour pouvoir parler de ces sujets-là, quoi. Il m'a paru très important de faire cette vidéo, puisqu'il y a beaucoup de choses qu'on a vues ensemble qui étaient très intéressantes, et donc comme ça me permet notamment de mettre en lumière tout le fonctionnement et la méthode normalement des sophrologues, mais aussi des thérapeutes en général, qui est que vous êtes un client qui témoignait d'un mal-être, ou vous voyez qu'il y a un mécanisme chez vous qui vous met en position de mal-être, vous prenez l'initiative, l'engagement d'aller mieux, et donc vous venez voir un tiers, puisque dans votre quotidien ça vous est impossible pour diverses raisons. Il vous est impossible de faire de l'introspection, de la méditation tout seul, et donc le fait d'aller chez un tiers vous provoque, oui, par une autorité extérieure, mais le but de cette séance est comme une bulle où vous êtes vous-même responsable de votre bien-être, de votre évolution, de votre introspection. Donc je souhaite à cette jeune fille, si elle souhaite discuter avec moi, ce serait volontiers. Je n'aurai pas effectivement le rôle de sachant, je n'aurai pas non plus le tampon final pour lui dire vous êtes ci, vous êtes ça. En revanche, je serais heureuse de l'entendre, de l'écouter et de l'emmener au fur et à mesure à se réaliser, car là je vois vraiment une femme qui est coincée dans cette image qu'elle veut se donner pour être acceptée auprès des autres, sauf qu'en fait la réalité c'est qu'il faut que vous soyez accepté par vous-même, et c'est là où vous allez vous réaliser.